I am former three-time WWE World Tag Team Champion and member of La Resistance, Robert Conway, and you are listening to Wrestles Radio. C'est Wrestles Radio, spécial vintage avec Rubenito. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Vintage Wrestle spécial Royal Rumble 2007. Avec nous ce soir deux chroniqueurs de choix et Brousty. Oh le salaud. Oui, salut tout le monde. Oui, ça commence très fort. Bonsoir Brousty. Oui, d'accord. Non, c'est pas mal, effectivement, les chroniqueurs de choix. Et puis vous, c'est vrai que les auditeurs, vous avez l'habitude de m'entendre. Donc ouais, en effet. Donc on va passer du tout venant au caviar avec Renaud, l'homme de Monaco, l'homme qui marche sur les traces de Tom LaRufa quand il vient à Nice. Il va sur le même rocher apparemment, donc il va nous en dire un petit peu plus sur cette anecdote croustillante, n'est-ce pas? Bang! Salut Rubenito, salut tout le monde. Oui, ben écoute, Tom LaRufa va à une rivière qui s'appelle la rivière de l'Estéron. Je vois une photo de Tom LaRufa sur Twitter où il est assis sur un rocher. Je me dis, mais c'est mon rocher, c'est le rocher où je vais tous les étés. Je me pose mon cul sur ce rocher-là. Et ben je pose mon cul sur le même rocher que Tom LaRufa, Sylvester Lefort. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Et le troisième, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le pratique. Il est apparemment docteur à ses heures perdues, mais avec nous, il est simplement Fred. Bonsoir Fred. Eh salut. Putain, c'est incroyable. Là. On commence avec des anecdotes improbables et tout. C'est magnifique. T'as vu un petit peu, quand je te connaîtrai un peu plus, je te mettrai la honte aussi, t'inquiète pas. C'est pour ça que je me dévoile pas trop vite, quoi. Je suis pas pressé. T'as bien raison. Donc c'est ton troisième pod, c'est ça? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, d'accord. Ouais, c'est le deuxième. Excuse-moi, je croyais t'avoir entendu plusieurs fois, mais non. Je crois pas en avoir oublié encore, mais... Donc on est parti donc pour ce Royal Rumble 2007 avec bien sûr le match à 30, deux matchs de championnat. À l'époque, il y avait bien sûr les deux bandes qui étaient séparées, SmackDown et Raw. Donc deux matchs de championnat du monde entre le premier entre Batista et Kennedy, le deuxième entre John Cena et Umaga. Il y a du match pour les titres tag team. Il y a un peu de tout ce soir. Donc on va commencer tout de suite. Le show se déroule à San Antonio. Je crois que c'est la deuxième fois d'ailleurs que le Royal Rumble avait lieu à San Antonio. La première c'était 10 ans avant, c'était en 97. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. Shawn Michaels avait affronté ce soir-là en main event Sid Vicious pour le titre de champion du monde. Waouh. De voir que Sid Vicious a eu des matchs de championnat et même des. Voilà, exactement. Ça fait mal aux yeux. J'étais pas un grand fan de Sid, pour info. Donc le premier match a vu s'opposer les Hardy Boys, Matt et Jeff au M&M, Joey Mercury, Johnny Nitro et Melina bien sûr. Un match qui a duré quand même 15 minutes. Alors Renaud va nous faire un petit topo de la rivalité. On va faire ça ce soir. Pour chaque match, il y aura un petit topo de Renaud sur la rivalité. Comment on en est arrivé à avoir ce match-là au Royal Rumble. Donc vas-y Renaud, c'est à toi. Ouais, déjà à la base, faut savoir que Jeff Hardy était revenu fin août, début septembre. Enfin plus fin août, puisqu'après il avait participé à Unforgiven. Matt lui était resté dans la fédération, Jeff était parti, il a été revenu, puis il a eu une feud avec Johnny Nitro. Donc c'est une feud en 1 contre 1 pour la ceinture intercontinentale. Ils sont affrontés plusieurs fois, notamment aussi dans les Raw, et il se passait un peu le titre, un tour chacun. Là à ce moment-là, c'est Jeff qui l'a encore. Il s'est affronté aussi dans le même mois, parce qu'avant ce pay-per-view là, il y avait un pay-per-view qui s'appelait New Year's Revolution. Il s'est affronté dans un match en cage, qui avait été un super combat aussi, où Jeff avait conservé. Donc déjà, en 1 contre 1, ils s'étaient croisés. Puis après, par équipe, ils se sont affrontés notamment dans un match. Là, vous pouvez voir ce soir-là que Joey Mercury porte une protection sur le visage, notamment sur le nez, parce qu'ils s'étaient affrontés dans un match qui est aujourd'hui mythique à Armageddon en 2006. C'était en décembre, en fin d'année. C'était un match à 4 équipes
match de l'échelle pour les ceintures par équipe où il y avait donc les M&M, les Hardy Boys, Paul London et Brian Kendrick, et la team de vieux, William Regal et Dave Taylor. Donc tout ça part de là. Après, sur ce match-là, ce soir-là, je trouve que c'est très bon. De toute façon, c'était toujours bon quand ils s'affrontaient, même si pour moi la référence reste leur combat qu'ils ont eu à ECW December to Dismember, qui est un pay-per-view pourrave au plus haut point, pratiquement du début à la fin. Je dis pratiquement du début à la fin parce que l'opener, c'est justement les M&M contre les Hardy Boys, et le match doit faire 20 minutes, et c'est 20 minutes de pur bonheur. Donc je dirais que dans le classement, je place d'abord le match qu'ils ont fait à December to Dismember, qui est formidable, vraiment, du début à la fin, incroyable combat, et celui-là aussi qui est vraiment plus que potable, qui est très très bon au Royal Rumble 2007. Donc, Bruce, si toi, qu'est-ce que t'en as pensé après ce petit topo de quelques secondes de Renault, qui est en mode Pierre ce soir? Il a pas dit grand chose. Désolé, j'essaie, ouais, non, mais j'essaie de repartir du Non, zéro. mais c'est très bien, je plaisante. Alors, Bruce, si. Pas mal, c'est vrai que ouais, les Hardy Boys qui étaient reformés depuis peu de temps, forcément, après l'escapade à TNA de Jeff Hardy, oui. La première escapade à TNA, sachant qu'il y est maintenant, et Matt Hardy aussi d'ailleurs. C'est sûr que c'est un classique de l'époque, des matchs qu'on a toujours plaisir à revoir, même encore maintenant, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que comme Renaud, j'aurais tendance à préférer aussi l'autre match du pay-per-view pourri, oui, qu'il a cité. J'ai pas envie de le citer du coup, mais voilà, ouais, c'était assez basique du coup ce match-là, mais ça montre aussi l'étendue du talent de ces deux équipes et puis de Joey Mercury. C'est sûr que l'image récente qu'on a, c'est le gars qui en prend plus la gueule, mais c'était quand même quelqu'un qui était bien bon dans le ring, je trouve. Oui, il était assez solide, c'est sûr, hein, puisque même quand il était dans la straight edge, il a pas eu beaucoup de matchs, mais bon, c'était quand même quelqu'un sur qui on pouvait compter. Donc Fred, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, moi, j'aimerais plutôt aborder un comparatif avec ce match-là, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait voir le même style de match, la même construction? Est-ce que c'est aussi rapide? Est-ce que les prises ont pas vieilli, etc.? Bah, moi, quand je l'ai revu, non, je l'ai trouvé toujours très bon, hein. C'est bien fluide. Je pense même que l'équipe Mercury Nitro est un peu au-dessus au niveau in-ring des Hardy qui sont pourtant plus populaires. Mais Nitro, de toute façon, hein, on le connaît après, est devenu John Morrison, qui a bien fonctionné, qui avait des moves intéressants, assez innovants d'ailleurs. Et Mercury, on l'a revu en plus récemment aussi avec l'autorité, hein, avec Noble. Le Même s'il a- GNG. Ouais, même si maintenant il a le crâne rasé, on le reconnaît pas, mais c'est bien lui, quoi. Non, ouais, le match était très bon. Il n'y a pas grand chose à reprocher, hein. C'était un bon opener. Puis les équipes étaient quand même, je pense, à part New Day qu'on retrouve actuellement, les Hardy étaient quand même une équipe qui était très très populaire. Jeff était champion intercontinental. Ils étaient vraiment au sommet, quoi. Et Melina a fait bien monter aussi l'équipe M&M qui était bien mise en avant à ce moment-là. Mais Melina a fait monter beaucoup de choses à la WWE, n'est-ce pas, Baptista? Et on va finir par toi, Renaud, l'analyse du match, vraiment purement du match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu retires un move dans ce match-là? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus impressionné que le reste? Ouais, il y a un move assez énorme où les deux Hardys, c'est leur spécialité, ils montent chacun dans un coin, donc chacun sur la troisième corde, et puis ils font un combo où t'as Matt Hardy qui descend en leg drop, donc t'imagines bien qu'une leg drop de la troisième corde, c'est super impressionnant, et en même temps qu'il fait sa leg drop, t'as Jeff qui fait un splash, sauf qu'à ce moment-là, c'est sur Johnny Nitro, Jeff fait son splash, mais se fait contrer, donc Nitro lève les genoux, et Jeff se pète le bide, mais Matt, lui, place quand même sa descente de la cuisse. Donc Nitro, en plus de contrer une prise, se mange quand même la descente de la cuisse. Ça, c'est un move assez impressionnant. Il faut savoir aussi, Rubenito, que les 4 catcheurs qui sont là, qui ouvrent le show, étaient prévus pour être aussi dans les 30 dans le Royal Rumble, mais ils s'économisent pas. C'est vraiment un très bon combat de 15 minutes. Même si, encore une fois, je le répète, s'il faut en avoir un, c'est celui de December to Dismember. Mais enfin, tu dis qu'ils sont après dans le combat final, Ouais. mais ils ont pas un grand rôle dans le combat final. Ils sont là pour faire le nombre. Mercury n'y est pas. Non, Mercury n'y est pas, mais Ils ils sont que 3. Ouais. Mercury, déjà qui avait ce souci au visage malgré la protection, bon, ils ont Ouais. conservé. Oui, ils ont pas un grand rôle, mais c'était quand même pour préciser qu'ils n'étaient pas à l'économie même dans le premier combat. Les Hardy ont un intérêt d'être dans le Rumble puisque ils sont une équipe, quoi. Ça fait une alliance, mais sinon, oui, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Non, mais il reste pas très longtemps, c'est ce que je voulais dire. En plus, ouais. Voilà.
On va passer au match suivant, qui est le match de la soirée. Non, je déconne. C'est Bobby Lashley contre Test, donc pour le titre de la ECW. Donc en fait, j'ai dit une bêtise en opener, puisque ça fait 3 championnats du monde, puisqu'à l'époque, il y avait 3 brands. Il n'y en avait pas 2. Personne m'a repris. Non, j'ai pas eu envie Bande de de naze. Je crois qu'il Et- était dans le reste, c'est pour ça. mais j'ai pas eu envie de le couper, moi. Ah, c'est pas grave. Ouais, parce que pour moi, la ECW, ouais, je considère pas ça comme un titre mondial, même si ça en est un. Enfin, C'est un peu pourrait pareil pour nous, en fait. on pourrait faire un débat là-dessus, mais bon. Sauf quand Christian le détenait, c'est tout. Enfin, bref. D'accord, ça marche. Donc Bobby Lashley bat Test par décompte extérieur en 7 minutes et après le match, frustré de ne pas avoir terminé le match, dans le ring, il ramène Test et il le finit avec son Power Slam. Donc Renaud, est-ce qu'il y a une rivalité derrière ça ou est-ce que ce match est sorti un peu de nulle part? Ouais, ça sort un peu nulle part, mais Test, il trustait un peu les main events en weekly chaque semaine du côté de la ECW. Donc c'était forcément obligé qu'à un moment donné, il allait avoir son match de championnat en pay-per-view. Si je me souviens bien, je crois qu'il s'est qualifié dans un triple threat match où il y avait eu RVD, je le dis à la française, qui était dans l'affaire aussi. Et non, il y a pas grand chose, mais c'est une logique en fait qui se retrouve challenger en pay-per-view du titre de champion du monde de la ECW. Après, moi j'avais un plus mauvais. Oui. Il me semble qu'il lui avait piqué plus ou moins le titre à Lashley. Ouais, parce qu'il avait attaqué avec. Ouais, voilà, il avait attaqué avec un soir, il avait mis KO, puis il avait brandi la ceinture, mais ça s'était arrêté là. Hein. Lashley rentrait vraiment avec sa ceinture ce soir-là. Mais j'avais un mauvais souvenir en fait de ce match-là. Alors bien sûr, c'est totalement oubliable et on est tous d'accord là-dessus. Puis en plus, la fin par des comptes extérieurs est vraiment pourrave. C'est vraiment les fins par des comptes extérieurs, ça frustre. Je comprends pas l'intérêt d'ailleurs pour ce match-là que ça finisse Ouais, comme ça. c'est très mauvais en plus, surtout que Test sort après une close line du ring. Alors chaque semaine, il était là à la ECW en disant qu'il voulait être champion du monde. Puis le soir où il a sa chance, il sort après une close line, il sort du ring et il se laisse compter à l'extérieur. C'est très frustrant. Après, en termes de match, bon, c'est très court et c'est vraiment oubliable. Encore une fois, hein. On se met pas au Royal Rumble 2007 pour voir Test contre Lashley, mais je trouve que c'est pas plus mauvais que les matchs qu'on a en ce moment d'hommes forts entre Rousseff et Ryback, quoi. Vraiment. Après Test, il a été renvoyé peu de temps après. Alors est-ce que déjà à ce moment-là, la WWE a voulu peut-être un peu le punir? Je sais qu'il avait échoué un test anti-drogue. Donc de toute façon, il est chargé complet. Un test à ce moment-là, il fait peur. Hein. Physiquement, c'est impressionnant. Il a des spots plein le dos. Donc c'est peut-être ça aussi. Et toi, donc Bruce, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là? Ouais, non, c'est sûr que c'était facilement oubliable. Moi, je retiens juste Bobby Lashley qui faisait montre de sa force en faisant des surpassements et souplesses en une main, mais sinon, le contenu est très pauvre et c'est vrai que quand même la fin est assez catastrophique. C'est carrément un abandon de test, ce genre de truc, voilà, où on voit le heel qui se barre, mais qui est quand même ramené normalement avant la fin par le face, alors que là non, que dalle il se barre, la clochonne. C'était pas forcément représentatif de ce que pouvait être parfois l'ICW, même s'ils avaient eu une mauvaise image lors du pay-per-view que Renaud a déjà cité, mais quand même ils étaient en plein renouveau avec certains dont Punk et ouais, Bobby Lashley c'était quand même un bon champion, mais là c'est sûr que c'est pas vraiment le meilleur de ces deux hommes, notamment de Test que j'ai connu bien meilleur, notamment en 2001, je le trouvais très bon à cette époque-là, par exemple. D'accord. Je vais peut-être dire une grosse connerie, vous me direz ça, mais il me semble bien que c'était la première fois que la ECW est rentrée dans un pay-per-view, non? C'est de la WWE, il me semble. Ouais, je crois, ouais. Possible. semble, Hein. C'était la première Ils avaient eu fois leur pay-per-view à eux tout seuls, mais il me semble que c'était la première fois qu'ils rentraient avec la WWE à l'époque. Et toi, donc Fred, rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là? Oui, bah le match est largement oubliable. Hein. Lashley sauve un peu quand même avec son niveau technique le match. Il fait une belle vertical suplex en début de match. Après, le rythme est lent avec la domination de Test qui cible vraiment le bras gauche pendant la grosse partie du match. Bon, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match-là. Bon, bah alors si vous êtes tous d'accord, on va passer au match suivant qui était un peu plus intéressant et qui a donc vu s'opposer Monsieur Kennedy qui venait défier Batista pour le titre de World Heavyweight Champion. Donc Batista a gagné le match après son Batista Bomb au bout de 10 minutes 31. C'était assez rapide aussi, hein, comme booking, Renaud, il me semble, pour ce match-là. Ouais, là aussi, c'était Kennedy qui s'était qualifié dans un beat de clock challenge du côté de
de SmackDown. Donc il était devenu challenger du titre de champion du monde. Ils n'ont pas vraiment une histoire sur le long terme. Bon, Kennedy l'avait déjà affronté, Batista. C'était lors du Great American Bash 2006. Mais à ce moment-là, en fait, il avait remplacé Mark Henry au pied levé parce que Mark Henry s'était blessé. C'était lui c'était prévu que ce soit un Mark Henry Batista. Et Henry s'était blessé, donc Kennedy l'avait remplacé. Et c'est vrai que c'était un match assez marquant, moins long au Great American Bash, beaucoup moins long, mais marquant parce que Kennedy avait pissé le sang et s'était ouvert méchamment le crâne, donc ça avait hyper choqué à l'époque. Donc voilà, au niveau du Great American Bash, après ce match-là, je trouve qu'il n'y a rien de bien marquant. C'est assez propre, avec un gros travail de Kennedy sur la jambe de Batista. Il insiste pas mal sur la jambe, il a des fans au premier rang, il y a pas mal de gens qui sont pour lui. Et Batista qui est pas super dans le selling, mais bon, il a fait pire, donc. Qui fait du Batista, quoi. Ouais, il fait du Batista, c'est vraiment voilà, on est vraiment dans le Batista classique. Il a fait pire comme selling, mais bon, c'est pas non plus super. Et c'est une époque où la WWE voyait vraiment un grand avenir en Mr. Kennedy, parce que. Excuse-moi Renaud, justement, j'avais envie de vous lancer là-dessus tous les trois. Est-ce que vous pensez pas que sur les 10 dernières années, Monsieur Kennedy, c'est le plus gros raté de la WWE? Moi franchement, j'ai adoré le personnage. Au micro, je le trouvais vraiment énorme. Sa présentation, elle était atypique. Dans le ring, il était vraiment. Enfin, pour moi, c'était le nouveau Stone Cold. Et j'ai l'impression que c'est vraiment du gâchis. Bon, on sait tout ce qu'il y a eu, hein, les blessures, la mauvaise entente avec certaines superstars, tout ça. Mais je sais pas votre ressenti à tous les trois, mais moi, je vois bien. Enfin, pour moi, c'est l'un des plus gros ratés de la WWE sur les 10 dernières années, quoi. Ah ben. Je sais pas ce que t'en penses, Renaud. Ouais, ben c'est clairement raté. C'est clairement raté parce que tu sens vraiment à ce moment-là que la WWE elle va en faire une grande star et un main eventer. Alors lui, il est arrivé en 2005, il est arrivé fin 2005. D'ailleurs, il a le malheur en quelque sorte d'être le dernier adversaire d'Eddie Guerrero. C'était à SmackDown. Mais je veux dire, en 2006, par exemple, il gagne le titre US dans un triple threat match face à Lashley et Finlay du côté de SmackDown, qui avait été un très bon combat. Il est super au micro, comme tu l'as dit. Alors sur ça, il y avait vraiment aucun problème, hein. Tu lui filais un micro et puis il pouvait faire une feud à lui tout seul. Sur ça, il y avait aucun souci. Dans le ring, bon, c'est pas non plus un catcheur de fou, mais techniquement, c'était pas mal, c'était solide. Et surtout, avant ce match-là, donc avant d'être challenger au début de l'année 2007, il a eu une trilogie face à l'Undertaker. Cette trilogie-là l'a bien sûr montée, parce que faire une trilogie face à Taker, c'est pas rien. Il avait affronté Taker à No Mercy, Survivor Series et Armageddon, 3 pay-per-view consécutifs qui avaient fait un grand bien à la crédibilité de Mr. Kennedy. Il faut savoir aussi qu'après ce Royal Rumble, il y aura le WrestleMania 23 qui arrive, et à WrestleMania 23, il est Mr. Money in the Bank aussi. Donc tu sens que la WWE elle voulait vraiment travailler avec lui, et c'est clair. Ils avaient placé de grands espoirs en lui, ouais, bien complètement, sûr. Et comme tu dis, mais t'as totalement raison. Les blessures ont vraiment pourri la vie de ce gars, quoi, de ce catcheur-là, qui se blessait, mais pour rien, des fois. Mais vraiment sur des prises, mais basiques, et il était faible. Enfin, faible. Il avait une fragilité, en tout cas, en lui. C'est assez hallucinant. Puis un soir, il a porté une souplesse arrière à Randy Orton, qui a quasiment brisé sa carrière à WWE. Il a porté une souplesse arrière à Randy Orton, très très mal porté. Randy Orton s'en est plaint aux officiels, a vraiment fait sa pleureuse en coulisses, et là ça l'a plombé complet, Mr. Kennedy. Et d'ailleurs, il s'est d'ailleurs fait enlever la mallette. C'est la seule fois, non, que la mallette Exactement. a été perdue par le porteur de la mallette. Tout à fait. Voilà. Alors, Bruce, qu'est-ce que t'en penses toi, globalement de Monsieur Kennedy? On reviendra rapidement sur le match parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, je trouve. Personnellement. Ouais. C'est dur de passer après Renault parce qu'il a quand même tout décrit de ce que je ressentais. C'est vrai qu'il tenait la comparaison avec des grands quand même de l'époque. Il a été vite confronté du panier à SmackDown, et puis c'est vrai qu'il a été rapidement au statut d'espoir. Il a eu des opportunités vraiment à divers titres, aussi le titre de l'ECW, et puis voilà, ouais, c'est sûr qu'il y a eu le Money in the Bank. Là, c'est le tournant paradoxal, vu que là, il y a eu une compréhension avec les officiels, je crois, qui pensaient qu'il serait blessé plus longtemps. En fait, non. Mais entre-temps, il avait perdu la mallette, c'était fini au départ d'Edge. Et donc, voilà, après, c'était fini. Voilà, il y a eu des petites relances après, mais c'est vrai que au micro, il était toujours impressionnant. Mais voilà, blessure. Ça a fait que ça a entaillé un potentiel qui aurait pu faire quelque chose, et je pense être champion du monde au moins une fois. Et toi, Fred, t'es d'accord avec tout ça?
Ouais, oui, oui, hein, c'était vraiment il avait vraiment un personnage intéressant. C'est vrai qu'au micro, je pense pas qu'il avait d'équivalent dans la nouvelle génération montante à ce moment-là. Dans le ring, c'était correct, il aurait pu que s'améliorer, hein, même si c'était pas excellent, ça passait largement. On le voit dans le match face à Batista, c'est quand même lui qui est bien meilleur. Oui, non, non, et c'est vraiment dommage. Je pense que Randy Orton a lui vraiment pourri sa carrière et problèmes en coulisses, quoi. C'est vraiment dommage pour lui. Il avait, je pense, une belle carrière devant lui. Il avait fait son trou assez rapidement hein, après son arrivée. Ouais, comme tous les Kennedy, il aurait eu une destinée brisée malheureusement. Finalement, il aurait pas dû porter ce nom-là puisque le nom Anderson à la TNA lui va beaucoup mieux. Il a été 2 fois champion, je suis obligé de le dire sinon Seb il va nous taper sur les doigts. 2 fois champion du monde à la TNA, qui est l'équivalent du titre hardcore à la WWE en termes de prestige. Non, je clash la TNA gratuitement parce que c'est ma gimmick face à Seb, notre chroniqueur de la TNA. Donc bon, si vous n'avez pas grand-chose de plus à dire sur le match, on va passer au suivant. Il y a quelque chose qui vous a marqué, vas-y. Ouais, quand même, c'était quand même assez impressionnant la pop qu'il avait. Kennedy, c'était quand même assez fort. Il n'est pas rentré avec une énorme pop, mais au fur et à mesure, alors que le match n'est pas particulièrement long, il a réussi quand même à avoir une certaine unanimité derrière lui. Donc, ouais, vraiment, c'était intéressant. Et Batista, ouais, ultra opportuniste, comme on l'a un peu trop connu parfois, mais bon, voilà, le but, c'était vraiment de monter Kennedy. C'était assez réussi dans ce match-là. Bon, après, la suite, on l'a connu. Faut dire que c'est aussi une époque où Batista est vraiment en haut. Hein. Pareil, il est sur une montée progressive depuis 2-3 ans, quoi. Donc Oh oui, non, mais là, il est déjà en haut, là, ça y voilà. est. Oh non, mais il est en haut. Mais je veux Et dire, ça, après, il ça va fait se pas non frotter plus 107 ans fois. qu'il est installé en main Depuis event. 2005, ouais, depuis 2005, depuis sa rivalité face à Triple H. Mais c'est vrai que Bruce Lee, t'as totalement raison. Mais je pense que c'est aussi une lassitude du public ce soir-là envers Batista aussi qui se ressent. Et tu sens que les gens, ils ont envie un peu de changement déjà à ce moment-là. Tiens, c'est pas comme si c'était arrivé 8 ans après. C'est clair. Ouais, mais c'est vrai qu'on le sent bien. Le public chante le nom de Kennedy à la fin. Ils ont pas encore le truc de dire Boutista, mais ça viendra avec le temps. Ouais, Donc bon. on va passer au match suivant qui est un last match standing entre Umaga et John Cena pour le titre WWE. Un bon match de 23 minutes. Certains diront que de cette époque-là c'est le meilleur de John Cena. Mais bon, il est bien aidé par un Umaga qui vend parfaitement bien les prises et qui est assez stiff comme on aime. Donc Renaud il va nous parler de la rivalité comme on fait depuis le début de ce vintage. Et après on donnera la parole aux deux ouailles. Ouais, ben Umaga, lui, est arrivé très très fort. Il est arrivé avec un personnage un peu comme on a, par exemple, pour comparer aujourd'hui Rousseff. Voilà, Rousseff quand il est arrivé, il était très très fort, il perdait pas ses combats, il gagnait tous les matchs et puis il était booké en destructeur. Et ben Umaga, c'est un peu pareil, ou même beaucoup pareil. Il est arrivé en battant énormément de légendes, notamment Ric Flair. Et bien sûr, à un moment donné, ben, il allait se confronter à John Cena. Donc c'est arrivé. John Cena, lui, était au sommet de son art à ce moment-là. Il était en haut de la montagne. Ils se sont affrontés le pay-per-view d'avant à New Year's Revolution, où Umaga a totalement décimé Cena du début à la fin, mais a perdu le match, bien sûr, un petit paquet. Ce qui prouve même que John Cena n'a même pas pu placer son FU à l'époque. Donc Cena s'en est sorti comme ça. De là, ils sont partis après sur cette fameuse, sur ce fameux match Last Man Standing pour le titre de champion du monde. Voilà pour la rivalité. D'accord. Et donc Fred, est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que c'est un des meilleurs matchs de John Cena à cette époque-là, si on enlève l'année 2015 où il y a eu quelques bons matchs quand même de John Cena? Ouais, le match est très bon. J'ai trouvé. Après, comme tu disais, Umaga est quand même pour un big man très polyvalent. Ouais, j'ai trouvé le match. Bon, après, c'est un match last man standing, donc c'est un match particulier où tu peux quand même utiliser beaucoup de choses pour faire des choses diverses et variées. Le match est assez violent, hein, j'ai trouvé quand même. Mais au niveau de John Cena, oui, à cette époque-là, moi qui suis pas un grand fan de John Cena, ce match-là était bien passé, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres. Et toi, Bruce, tu es d'accord avec ça? Bah, quand même, en 2006, il y a quand même vraiment eu l'éclosion de Cena, hein. C'est plutôt à partir de 2006 qu'il s'est vraiment révélé. Avant, non, bien sûr, il était encore au statut débutant, forcément. Donc, mais en 2006, il s'est quand même bien révélé en étant champion, en disputant quand même de ses longues rivalités avec Edge, notamment.
avec JBL. RVT dans l'eau, donc voilà, il y a JBL aussi, donc ouais, quand même, il y a eu des choses assez solides en 2006, déjà auparavant, donc il arrivait assez blindé, je dirais, contre Umaga, et c'est vrai que c'est quand même assez fort, voilà, là c'était quand même le Super Sina, effectivement, déjà, qui mettait fin 2 fois de suite, entre guillemets, à l'invincibilité d'Umaga, donc c'est vrai que Umaga c'était quand même très très impressionnant dans le ring, c'était quand même une grande force de la nature, assez mobile en plus, vraiment pas dans un pur style samoan quoi, comme on connaît pas mal encore de nos jours. Et ouais, Sina, bon, c'était encore limité. On le sait qu'il a mis du temps avant d'élargir sa palette, mais bon, il savait s'adapter beaucoup à l'adversaire et puis raconter des histoires dans le ring. C'était ça aussi qui faisait que parfois il pouvait masquer certaines faiblesses dans le ring. Et c'est ce qui se passe dans ce match, je trouve. L'histoire est très bonne et puis c'est vrai que la violence quand même, elle est assez forte. Parce que de nos jours, on verrait pas l'étranglement comme ça qu'il fait à la fin sur Umaga à 2 reprises. Ça, quand même, c'est quelque chose que de nos jours, on verrait pas de cette manière, en tout cas. Pas fait de cette manière, je veux dire. Ouais, c'est vrai que l'étranglement, à mon avis, aujourd'hui, il le porterait pas autour du cou, hein, le final. Ah, Je sais pas ce que t'en penses, toi, Renaud, mais Ouais, je pense aussi, ouais. C'est une forte possibilité. Après, là, sur l'année 2007, c'est sans doute un des meilleurs combats de John Cena avec son combat qu'il aura à WrestleMania 23 face à Shawn Michaels. Michaels a fait énormément dans ce match-là. Mais c'est vrai que c'est un des last man standing les plus marquants de l'histoire, hein, carrément. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celui-là fait partie pour moi en tout cas, hein, c'est personnel, mais ça peut faire partie facile d'un top 5 des last man standing que j'ai vu à WWE. Je trouve que déjà que les escaliers sont super bien utilisés pendant un bon moment du match, avec des prises assez innovantes. Et John Cena qui balance les escaliers à l'extérieur sur Umaga. Ça, il a refait récemment, hein, c'était à Payback 2014 contre Bray Wyatt. Mais à ce moment-là, là, en 2007, c'était la première fois qu'on voyait John Cena faire ça, et cette image-là était restée sur toute l'année comme une image bien marquante. Et le sang, bien sûr, Rubenito, le sang ajoute du drame. Alors ça, c'est un débat qu'on a déjà fait, on va pas le refaire 100 fois, mais parce que ça surtout manque un peu aujourd'hui. Vince, notre grand du Nord, est fan de sang. Ouais, ben là, je vais un peu le rejoindre parce que bon, moi, je suis pas un fanat de gore, hein, de sang, de catch extrême à donf, mais sincèrement, à partir du moment où John Cena saigne dans ce match, c'est plus le même match, ça ajoute vraiment du drame, ça a rien à voir. T'as tous les gens qui sont debout, hein, même le premier rang est debout. L'atmosphère, elle est totalement différente et Umaga en profite. Après, c'est sans doute le dernier grand combat de Umaga en pay-per-view en 1 contre 1. Bon, il a représenté Vince McMahon plus tard à WrestleMania 23 dans le combat des milliardaires, où Vince McMahon était représenté par Umaga et puis Donald Trump était représenté par Bobby Lashley. Et puis il affrontera aussi Triple H à Cyber Sunday dans un Street Fight et puis à No Mercy encore une fois pour le titre de champion du monde. Mais si on doit garder un combat d'Umaga à la WWE, c'est sans doute son combat là, celui-là quoi, contre John Cena en Last Man Standing. Moi, j'aurais pensé celui contre Santino Marella, non? Bon, si tu veux aussi dans le sens, Non, dans le je sens plaisante. contraire, ouais. Je plaisante. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un de vous trois? Ouais, juste les 2-3 spots intéressants du match, en plus du reste, quoi. Bah, Renaud a parlé pas mal de l'utilisation des escaliers, il y a un bon coup de moniteur aussi, à un moment où Maga est dans le coin, Ouais, un complètement. un coup de moniteur qui est censé être porté à la tête. Et puis le splash aussi sur la table de l'ECW où il prend un élan pas possible et il s'écrase bien, j'ai trouvé. Le splash est impressionnant. Et puis après, bah, à la fin, le Samoan Spike qu'il a voulu porter avec le coin du ring, où il se fait contrer, qui amène le final. Non, c'est vrai que c'était un très bon match de mon point de vue aussi. D'accord. En fait, on avait vu quelques années après un match entre Cena et Del Rio qui avait eu lieu sans les cordes, parce qu'avant ça, il y avait eu un match de géants, Et complètement, ouais. voilà. Et ça aurait été marrant de voir un Rumble sans les cordes. Enfin, je sais pas, ça m'a traversé comme ça. Je retrouvais ça marrant. Qu'ils osent le faire, ou en tout cas qu'à un moment la corde elle relâche parce que genre elle avait été fragilisée par le match avant. Je trouve que ça aurait été marrant, tu vois, dans l'histoire, que ça soit, enfin, qu'il y ait une suite à ce défonçage de ring du match précédent, quoi. Enfin bref. Donc on va passer au main event, au gros morceau de la soirée.
Donc le main event, ce match à 30 remporté par l'Undertaker avec un final contre Shawn Michaels qui est resté dans toutes les mémoires, enfin à part de la mienne. Non, c'est pas vrai, je trouve que c'est un très bon final, mais on sera pas d'accord avec Renaud car moi je trouve qu'il y a d'autres finishes de Royal Rumble qui sont plus sympas que celui-là. Donc le Royal Rumble, il est assez classique dans sa construction, hein. Il y a rien de bien fabuleux. Il y a quelques grands noms qui arrivent au début qui restent assez longtemps, des nouveaux qui sont assez rapidement éliminés. Donc notamment ceux qui arrivent dès le début, je pense à Ric Flair par exemple, ou Edge ou Kane qui arrivent assez rapidement et qui restent longtemps dans le ring. Et après à la fin, il y a un peu les favoris qui rentrent à partir de la 15e place. On a tous les favoris qui arrivent. Donc le match a duré 58 minutes, ce qui est assez long quand même pour un Rumble avec 30 personnes. Donc il y avait bien sûr des représentants de Raw, de SmackDown et de la ECW. On n'avait pas encore comment dire, cette tradition de retour un peu improbable pour un seul soir. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas de personne qui arrive comme ça juste pour un soir, quoi. C'était que des gens qui appartenaient au roster, hein, il me semble. Complètement. Ouais. Ça arrivait un petit peu après ça, le côté participant surprise avec notamment DDP récemment qui a fait une très bonne participation, n'est-ce pas Renaud? Bang! C'est un petit cadeau. Donc vite fait dans ce match-là, il y a eu le record du nombre de personnes qu'il a fallu pour éliminer un catcheur, donc ils se sont mis à 8 pour éliminer Viscera. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a battu le record qui était de 7 précédemment, qui était sur le même Viscera au Royal Rumble 94, qui était appelé Mabel à l'époque. Donc je trouvais ça marrant, c'est un petit clin d'œil. Et Kane participait à son 11e Royal Rumble, 9 fois en tant que Kane et 2 fois avec d'autres gimmicks. Donc, alors c'est difficile d'analyser un Rumble parce que c'est un match qui dure hyper longtemps et qui a plusieurs phases à l'intérieur. Donc moi j'aimerais qu'on démarre, on va dire, jusqu'à l'arrivée je sais pas, ouais, jusqu'à l'arrivée de Randy Orton. Je pense que ça se débloque à partir de là, hein, il me semble. Ouais, Non, Renaud? ouais, parce que Randy Orton, à partir de là, ça va se débloquer parce qu'il fait équipe avec Edge dans l'arrêté d'Arkeo, son champion par équipe du côté de Raw. Donc c'est vrai que ça va être un vrai soutien pour Edge et à partir de là, on va en former une alliance jusqu'au bout, jusqu'à leur élimination en deux. Donc sur ce coup-là, ouais. Il y a pas mal de choses. C'est vrai que c'est difficile toujours d'analyser un Rumble. Bon, il y a par exemple Sabu qui place une table à l'extérieur du ring et qui se prend un chokeslam à travers la table par Kane. Donc ça, fallait le noter. Après, les gars de la ECW, ils commençaient pas tous dans un Rumble. C'est la première fois que la ECW était dans un Rumble, mais il y a des gars qui étaient à l'intérieur, qui en avaient déjà fait, comme Tommy Dreamer par exemple ou RVD. Après, je pense aussi à Booker T, par exemple, qui se fait éliminer, qui se faisait appeler à ce moment-là le King Booker, se fait éliminer et puis remonte dans le ring et élimine Kane, ce qui donnera une rivalité entre les deux pour le pay-per-view d'après No Way Out dans un match très très oubliable. Et ça fait toujours plaisir aussi de voir le Nature Boy Ric Flair. Alors là, il rentre en premier. Il était rentré en troisième en 92. Je parle de 92 parce que 92, c'était le Rumble qu'il avait gagné, le Nature Boy Ric Flair. Et il y a un parallèle avec cette année, Voilà. parce que c'est le seul Rumble avec cette année où le titre était en jeu. Exactement, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que en 92, le titre était en jeu, c'est vrai. La différence avec 2016, c'est que là, on a vraiment un champion qui va y participer, Roman Reigns. Mais en 92, le titre était vacant parce qu'il y avait une fin très controversée à Tuesday in Texas, dans un match entre Taker et Hogan. Donc le titre avait été mis vacant et c'est vrai que Ric Flair avait gagné le Rumble 92 et était donc devenu champion du monde. Donc Brucey, toi sur la première partie, on va dire jusqu'à la formation de la team Rated RKO, comme tu dirais toi. C'est quand même pas mal, et la team Rated RKO, c'est quand même quelque chose qui était quand même assez fort à l'époque. Dis-le en français, ce sera mieux Rated pour tout le monde. RKO. Donc voilà, c'était une équipe très forte forcément. Bon, après ils ont joué sur des accords qu'ils avaient eu lors du Raw précédent, où Randy Orton il disait qu'il était prêt de toute façon à éliminer Edge, mais quand même là ils ont montré une sacrée unité dans ce match. Edge c'est celui qui est resté plus longtemps dans le ring. Oh, il s'est fait un peu oublier parfois, mais c'est normal, c'est un petit peu le sa lot. Gimmick en plus. Voilà, et puis l'année d'avant, Mysterio il avait fait tout le match, il faut rappeler 1 heure, donc parfois voilà, quand tu restes autant, forcément tu dois te faire oublier parfois.
C'est un peu le but de ce match. Et franchement, ouais, il y a quand même une assez bonne unité dans ce match. Il n'y a pas vraiment de temps faible, même si le début, forcément, est toujours un peu plus mou que la dernière partie, surtout à partir de l'entrée de Michaels. Alors là, c'est du gros rythme, mais déjà avant, quand même, il y a de bons passages avec Chris Benoit, notamment. Voilà, il y a toujours des petites choses. CM Punk, quand même, c'est encore un petit peu un débutant, on le sait. Ça, c'est assez marrant derrière les commentaires à entendre que le gars, il manquait de charisme et tout. C'est vrai qu'il a mis du temps à en avoir, mais après, on sait comment c'est arrivé. Voilà, Renaud, je sais plus s'il l'a dit, c'était évidemment le premier Rumble où les participants de l'ICW avaient droit de participation. Donc voilà, il y avait tous les principaux et puis voilà des petites histoires croisées toujours. Le jeune Kenny Dijkstra qui voulait évidemment prendre la place de Ric Flair, qui voulait renverser Flair. Voilà, surtout la moyenne d'âge assez élevée là des deux premiers entrants, ça faisait plus de 100 ans, 110 ans je crois en cumulé. Et sinon ouais, c'était quand même un match bien solide et pour l'instant de toute façon on n'évoque pas la fin. C'est pas faux. Et toi, Fred, alors, sur ce début de Rumble, enfin, je sais pas, est-ce que cette arrivée de Randy Orton, ça marque un tournant? Moi, ça m'a marqué quand j'ai vu le Rumble. Oui, c'est vrai que ça accélère le rythme. En plus, il arrive à peu près à la moitié, donc c'est vrai que ça divise bien le Rumble en deux parties. Après, la première partie monte aussi crescendo. J'ai trouvé le rythme commence avec Ric Flair et Finlay lentement, mais ça augmente déjà, même avant l'arrivée de Randy Orton. Il y a plusieurs passages. Bon, on peut noter aussi le passage de Sandman qui reste très peu de temps, qui a le temps de foutre deux coups de kendo stick et qui dégage en 13 secondes. Sinon, après, je pense que bon, vous avez à peu près tout dit. Quand Randy Orton arrive, de toute façon, il n'y a pas de favori à part lui éventuellement et Edge dans le ring. Kane qui aurait pu être un favori a déjà été sorti par Booker, donc il n'y a plus grand chose à dire sur cette première partie. Alors après, on a eu malheureusement la partie avec la grosse domination de Great Khali, qui a duré un peu trop longtemps à mon goût, n'est-ce pas Renaud? Ah ouais, non, mais Khali, à ce moment-là, c'est hallucinant lui aussi, comme il est booké, et il battra Kane à WrestleMania 23, puis il sera champion du monde dans l'année, enfin champion du côté de SmackDown. Mais c'est vrai que là, il élimine 7 hommes, donc 7 gars éliminés, tout le monde lui tape dessus, personne n'arrive à le faire tomber, et puis lui, il bouge Punk, Hardcore Holly, Carlito, RVD. Le seul qui reste debout, c'est le Taker, hein, sous ses coups. Voilà, Taker après rentre, et lui il reste debout, et Taker l'élimine seul. Taker sort Khali seul, sans l'aide d'autres catcheurs avec lui. Ouais, moi je trouvais ça. Bah, après, ça fait partie de l'histoire d'un big man au Royal Rumble. Il faut se mettre quand même en lumière qu'ils avaient quand même des plans assez importants pour Khali et il fallait. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc l'arrivée de Shawn Michaels en 23e position, qui lui aussi quand même éliminera pas mal de monde, notamment Randy Orton, Edge, Shelton Benjamin. Elle est belle d'ailleurs l'élimination de mémoire sur Shelton Benjamin. Non, c'est pas ça. Vas-y. Benjamin prend appui sur la troisième corde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment de mémoire. Voilà, après, il y a l'arrivée du Taker en 30e. C'est la 3e fois qu'il arrive en 30e position. Les 2 premières fois, ça lui avait pas souri. Et je crois que c'est la seule fois où le 30e remporte le Rumble, hein, il me semble, Renaud. À ce moment-là, oui, John Cena le fera l'année d'après. Après, il y a eu John Cena, après, qui faisait un retour un peu fracassant, un retour de blessure. Donc, est-ce que Renaud, tu peux nous expliquer pourquoi le Taker gagne le Rumble? Parce qu'il fait pas vraiment partie des favoris. Enfin, il est toujours favori en soi, oui. Hein, le Taker, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui. Mais je pense pas que la lumière était tournée sur lui à ce moment-là, si. Ah si, quand même, parce que Cena lui était pris de son côté avec Umaga et parce que je dis ça parce qu'Undertaker, quand il va gagner ce Rumble, aura le choix entre 3 champions. Et il choisira d'affronter Dave Batista à WrestleMania 23. En fait, c'était pas forcément le favori, c'était soit lui, soit Shawn Michaels, hein, de toute façon. Mais ce que je veux te dire surtout, c'est qu'il fallait. Il y a un moment donné où les années est passé et puis Taker qui était un il avait jamais gagné, bien sûr. Il avait jamais gagné, comme tu as dit, il était déjà rentré 30e en 97 et 2003. Mais en 2003, justement, il avait été finaliste. Il avait été finaliste dans une finale très très courte où Lesnar l'avait surpris et avait donc remporté le Rumble.
Et c'est vrai qu'Undertaker, c'est un gros nom qui participe au Rumble et qu'il fallait, en plus il avait un personnage, ce genre de personnage-là, c'est un peu un personnage indestructible. Donc le Rumble, c'est un peu pour lui, quoi. Et il avait toujours pas gagné. Il fallait qu'il gagne, c'était ce moment, c'était 2007, sinon après ça aurait été peut-être un peu trop tard. Bon, il aurait pu le gagner après, mais voilà, c'était le moment. En plus, c'était au Texas. Alors on est chez Shawn Michaels, mais lui, il faut savoir qu'aussi qu'il est de Houston au Texas. Donc Il c'était est une pas de finale. Deep Valley? Non, il n'est pas Ah de merde! Et c'est vrai que je sais pas si tu veux vraiment qu'on discute de la finale maintenant. Ah oui, tu peux, hein. Voilà, ouais. Bah alors c'est une finale incroyable, je trouve, avec des prises portées avec une intensité assez folle. Est-ce que tu saurais dire à peu près combien de temps elle a duré à partir Ouais, ouais. des deux? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Je pense c'est un match à part. En gros, t'as le Royal Rumble match et puis t'as la finale. C'est limite un nouveau match en pay-per-view. Et sans abuser, je pense que ça a duré 10 minutes. Voilà, 10 Ça a bonnes duré minutes. 12 minutes à 4 Ah et ben puis voilà. un peu plus de 7 minutes quand ils sont plus que 2. Bon, ben un peu plus de 7 minutes quand ils sont plus de 2. Et ce qui est Ouais, incroyable pour Renault, une... c'est comme avec les femmes, ils rajoutent toujours un petit peu quelques minutes, quoi. Ouais, j'essaye, ouais. Non, vas-y, continue. Ouais, ce que je voulais dire surtout, c'est que les prises, elles s'étaient portées avec une intensité folle, notamment à un moment donné, t'as Undertaker qui porte un chokeslam à Shawn Michaels, mais c'est un chokeslam vraiment venu d'ailleurs. Et ce qui est beau dans cette finale, c'est, bon, déjà, c'est l'affiche. C'est deux légendes vivantes qui s'affrontent. Et surtout, c'est deux gars qui se sont pas croisés à ce moment-là, depuis facilement 7 ans. Mais là, j'abuse pas dans le chiffre. Depuis l'attitude era, ouais, bien sûr. Et complètement, puisqu'ils sont affrontés à l'Attitude Era, mais au début de l'Attitude Era, c'est-à-dire début 97, je crois, ils s'étaient croisés à Ground Zero, à Ignoras, et à Bad Blood, le fameux Hell in the Cell que tout le monde connaît, et au Royal Rumble 98, bien sûr, où Shawn Michaels s'était cassé le dos dans un match casquette. Depuis, ils s'étaient plus recroisés. Alors, ils sont recroisés, bien sûr, récemment à WrestleMania 25 en 2009 et WrestleMania 26 en 2010, qui sont deux matchs extraordinaires. Mais là, t'imagines bien qu'en 2007, ça fait 7 ans qu'ils sont plus croisés. T'as cette finale-là entre deux gars qui ont écrit l'histoire de la fédération, et c'est juste magique. Donc, ouais, pour moi, c'est la meilleure finale que j'ai vue de l'histoire des Royal Rumble. Alors, il y a d'autres finales qui sont vraiment super aussi, notamment un Sheamus Jericho au Royal Rumble 2012, qui pour moi fait partie du top 3 des finales du Royal Rumble facilement. Mais si vraiment il doit en rester qu'une des Rumble que j'ai vues depuis le début, c'est clairement pour moi celle de 2007 entre Undertaker et Shawn Michaels. Puis même au niveau des noms, j'ai beaucoup de respect pour Sheamus et Chris Jericho, bien sûr. Mais Euh, ça vend du rêve, Shawn Michaels Taker, ça vend du Ouais, rêve. moi, je trouve que le final entre Sheamus et Jericho est vraiment bon. Ouais. Après, je parle pas du nom ou du prestige des lutteurs, je parle vraiment du in-ring. Je trouve que c'est vraiment parce qu'à cette époque-là, Jericho il revenait, donc on savait pas qui est-ce qui allait gagner. Enfin, c'était vraiment hyper indécis. Bon, tu me diras là aussi, hein. Ah oui, là aussi. Mais j'aimais bien le côté, il y avait eu beaucoup de contres. Enfin, c'est vraiment le catch qui me plaît, quoi. Le Jericho Sheamus, c'est vraiment le catch qui me plaît. Voilà, là après, je trouve ça cool, hein. Franchement, le final, il est bon, mais voilà. Après, moi, c'était ma petite précision. Et toi, Fred, qu'est-ce que t'en penses de ce final, alors? Ah bah moi je suis plus d'accord avec Renaud, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment du bonbon. Bah après c'est pareil, hein. Je suis un grand fan aussi de Shawn Michaels et d'Undertaker à la base. Alors cette finale-là était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé même le passage avant avec Edge et Orton, la trahison plus ou moins de Edge qui veut faire un spear à Orton quand il a la chaise dans les mains. Non, après le finish à deux, j'ai trouvé excellent. Le contre aussi du Tombstone en Switching Music, il y a eu le passage au sol où Taker se relève comme il sait faire et Shawn se relève à son tour avec son saut qui le remet debout de suite. Non, il y a beaucoup d'éléments qui font que pour moi c'est probablement mon meilleur finish aussi de Royal Rumble à ce jour. Et pour toi aussi, Brousti? C'était aussi le fait forcément qu'il y avait quand même à l'époque les brands qui étaient bien affirmés. Le Taker a quand même longtemps été vraiment le symbole de SmackDown et puis Shawn Michaels c'était Raw, donc ils se croisaient assez peu de ce fait-là déjà au départ. Et puis qu'il y avait des pay-per-view, on le sait, aussi dispersés selon les brands aussi à l'époque, c'était assez fou, enfin, quand on sait maintenant ce que c'est devenu. Mais voilà, c'est pour ça que ça donnait vraiment une intensité assez folle aussi, et quelque chose finalement assez inédit pour les fans déjà de l'époque qu'on était aussi un petit peu, parce que on se demandait justement où ils pouvaient en être en s'affrontant et ce qu'ils pouvaient donner comme intensité dramatique. Et puis ouais, franchement, ils ont beaucoup
mélanger tous les sentiments et c'était quand même un cocktail très très fort, même au niveau émotionnel aussi. D'accord. Bon, bah, y a que moi qui suis un pro Jericho Sheamus, c'est pas grave. Je le garde quand même. Donc, petit truc à noter, donc sur les 30 lutteurs de ce Rumble-là, il y en a que 4 qui sont encore en activité aujourd'hui. Miz, Kane, Orton et Taker, avec Taker, une petite astérisque soumise à condition, on va dire. En activité à la WWE, on précise. Ouais, à la WWE, je parle, hein, bien sûr. Après, il y a quelques morts quand même, hein, malheureusement, hein, on est obligé de le dire. Hein. Il y a Viscera, il y a Chris Benoit, il y a quelques personnes qui sont plus là malheureusement, qui sont plus de ce monde. Après, que dire de plus sur Rumble 2007? Au niveau stats, on peut dire qu'il y avait 3 anciens vainqueurs qui ont participé. Du coup, Ric Flair, Shawn Michaels qui l'a gagné 2 fois en 95-96 et Chris Benoit. Et 2004. En 2004. Et il y aura 2 futurs vainqueurs, les 2 qui étaient associés, Orton en 2009 et Edge en 2010, qui sont les 2 seuls qui participaient, qui le gagneront dans le futur. Ah oui, et Miz qui est resté que 7 secondes pour la participation la plus courte. Et juste pour noter qu'au maximum dans le ring, ils ont été à 12 quand Shawn Michaels est rentré, c'était le nombre le plus élevé pendant ce Rumble. Ah oui, pardon, petite remarque. Non, en fait, la meilleure fin, bien sûr, du point de vue du fan, c'était quand Edge a gagné, évidemment. On va passer à vos notes. Donc, une note sur 10 pour dire ce que vous avez pensé de ce Rumble 2007 qui a été choisi par Renault cette année. C'est rare que Renault impose ses choix, mais ça fait à peu près 11 mois et demi qu'il nous fait chier pour avoir le Royal Rumble 2007. Donc, on l'a écouté. Donc, Fred, tu vas commencer. Ouais, bon, le pay-per-view est très bon. Enfin, le pay-per-view est bon dans l'ensemble. Le Royal Rumble, je l'ai trouvé bon aussi, et le finish particulièrement bon. Donc, je vais mettre un bon 7 pour l'ensemble. Bon, 7, c'est pas mal ça. Et toi, Renaud? Je mets 8. Je mets 8 pour l'opener qui est franchement bon, le Senna Umaga qui est un des meilleurs last man standing, et le Royal Rumble bien sûr avec cette finale incroyable entre Undertaker et Michaels. D'accord. Et toi, Brousty? La moyenne sera facile parce que moi je vais mettre 7,5, donc un petit peu pour les mêmes raisons que Renault qui m'a piqué toutes mes analyses. En mieux. Et ouais, non, voilà, c'est sûr que quand on sait que dernièrement les Rumble matchs sont plus que décevants, on peut que prendre du plaisir devant ce match-là qui est un des tout meilleurs Rumble matchs, ça, y a pas à dire. Les spécialistes le diront. D'accord. Donc moi, j'ai pas le droit de donner de note puisque tu as déjà fait la moyenne. C'est ça? C'est ça. Donc je vais mettre 7,5 histoire de me faciliter le calcul. Non, je plaisante. Non, je voulais mettre 8 parce que c'est vrai que c'est un bon Rumble. Il y a des grands noms, il y a plusieurs bons matchs. Il y a beaucoup de matchs de championnat qui étaient un petit peu le panache de l'époque puisqu'il y avait plusieurs titres suprêmes et plus d'importance donnée à SmackDown et à Raw. Donc ça, si la WWE nous écoute, ça nous manque un petit peu d'avoir des rivalités qui sont exacerbées à SmackDown et pas des ressucés de Raw. Pour le total, ça nous fait une moyenne de, que je dis pas de conneries, 7,62. Hein, c'est une des meilleures notes, moi depuis en tout cas que je suis à Wrestle Radio, c'est une des meilleures notes pour un pay-per-view. Ouais, non, c'est une très bonne note pour un Royal Rumble qu'il mérite. Ouais, bon, ça va. Renault a choisi un Rumble, il a une bonne note, il va pas se la péter longtemps non plus. Voilà, c'est ça. Pense à Wagner Love et à Lassina Traoré, et puis tu la ramèneras moi. Bref. Dans pas longtemps, on va avoir donc la review de Royal Rumble 2016 cette fois-ci, avec le titre en jeu. Et moi, pour le coup, un Rumble que j'attends avec impatience. On le refera dans une quinzaine d'années en vintage, hein, Renaud, t'es d'accord? Ouais, y a pas de souci. On le refera dans 15 ans en vintage en disant que le 2016, c'était mieux avant, etc. C'était mieux avant. Notre prochain rendez-vous sera lundi 25 pour Late Night Wrestle sur le Royal Rumble 2016. En attendant, vous pouvez retrouver les récentes interviews, la récente interview de Rob Conway, les 2 Catch-moi si tu peux, numéro 6 et 7 sur les bilans de la WWE et le bilan de NXT. On fera pas de bilan de TNA parce que Catch-moi si tu peux, c'est un programme court, mais pas un programme très court. Donc on pourra pas faire ça. Et puis il y a pas grand chose à dire, hein. Même les fans de la TNA sont d'accord pour le dire.
cette année. Pour info, il y a la GFW qui revient, qui sont un petit peu partenaires avec nous, qui reviennent au mois de mars en Europe, à Londres. Et c'est une annonce que je fais à un petit peu tout le monde. J'ai eu récemment le gars qui s'occupe de nous avoir des interviews, qui travaille à la GFW, et il m'a dit qu'on aurait sûrement un, voire deux, voire trois catcheurs, si tout va bien, en interview pour ce mois de mars. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Assals Radio, qui grandit de jour en jour. Si vous ne suivez pas notre page Facebook, on vous mettra pas de fessée, mais il va falloir le faire assez rapidement. Pareil sur Twitter, @Wrestles Radio. Donc sur Facebook, c'est Wrestles Radio Parlons Catch. Vous avez notre page YouTube où les abonnés montent petit à petit. Donc quand on arrive à des 500, 600 vues, ça serait cool pour nous que vous vous abonniez. Ça nous ferait un peu plus d'impact lors de nos vidéos. Vraiment, ça serait sympa pour nous et pour vous du coup. Donc que dire d'autre? On vous souhaite quand même une bonne année 2016. Après cette année 2015 toute pourrie, bon 2016 commence mal avec la mort de certaines stars comme c'est le Nord de Galabru, n'est-ce pas Renaud? C'est le Nord. Voilà. Tu remarques, tu peux sortir ton imitation de Courbis, c'est cool, c'est la même. C'est le Nord. Bref, on se retrouve tout au long de l'année avec Brosti, malheureusement, Renaud et Fred s'y tient la cadence, mais ça a l'air d'aller, hein, mon petit Fredo, ça a été? Ouais, moi, je suis en pleine forme, hein. On peut enchaîner. S'il y a encore des choses à dire, je suis toujours là. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite une année 2016 pleine de Wrestles Radio. Et on va parler catch avec vous toute l'année, c'est une promesse. À bientôt les gars. Salut à tous. Salut les amis. Ciao, ciao. Moi j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, coach, écoute Wrestles Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi fais-le aussi. Écoute Wrestles Radio.